Bonjour à tous. On commence à être un peu nombreux, c'est intéressant. Bon, il est 14 heures, c'est le début du salon. Super. Merci d'être venus, nombreux. Je me présente, je suis Jean-Baptiste Bénard, je suis conseiller industriel pour la Chambre de commerce du Maine-et-Loire. Moi, mon rôle, c'est d'intervenir auprès des PME industriels et manufacturiers du territoire pour les accompagner sur des projets de modernisation et plus généralement sur des projets de numérisation de l'industrie. Donc voilà, je les accompagne sur l'accompagnement financier ou technique pour trouver des prestataires en local pour les aider à progresser sur des projets de transformation. Aujourd'hui, on va aborder un sujet techno qui, j'espère, va vous intéresser en tout cas, sur tout ce qui est data et IA au service des entreprises industrielles, ayant la vision que ça soit un levier de business pour l'industrie. Pour en parler, je remercie Pierre Girardot, notre expert data IA sur Angers. Merci, bonjour. Data analyst et puis cofondateur de l'entreprise CrossData, qui va pouvoir partager un petit peu son expérience du métier de data analyst au sein de CrossData. Des réalisations qu'ont pu faire effectivement en entreprise auprès des PME industrielles, mais pas que. Donc une belle histoire que va nous raconter Pierre pendant une petite demi-heure, c'est ça ? Ok. C'est ça. Après quoi, je reprendrai le micro pour vous faire part des opportunités d'accompagnement de la région en matière de data et d'IA. C'est-à-dire qu'on a mis en place un nouveau programme d'accompagnement qui vise à stimuler les industriels à utiliser efficacement la data à des fins de business. Et pourquoi pas l'usage de l'intelligence artificielle également, pour résoudre quelques problèmes. Pierre, je te laisse la parole. C'est parti. Merci Jean-Baptiste. Alors je vais changer d'ordi un instant. Super. Donc bonjour à toutes et tous. Merci d'être là aujourd'hui. Donc on va avoir une demi-heure ensemble. Je vais orienter pour justement voir l'heure. Voilà. Je vais essayer de vous parler de quelques clés pour intégrer l'IA dans son entreprise, avec un focus bien sûr sur l'industrie. Je me suis dit que pour faire cet exercice, il y avait peut-être deux choses intéressantes. C'est premièrement des cas concrets. Donc je vais essayer de vous présenter des cas concrets qu'on a pu traiter chez CrossData. Et deuxièmement, des bonnes pratiques, mais aussi des choses qui n'ont pas marché. C'est toujours intéressant de savoir ce qui n'a pas marché pour ne pas le reproduire. Je m'appelle Pierre Girardot, donc j'ai fondé avec deux associés il y a 5 ans la société CrossData. CrossData, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception d'algorithmes d'intelligence artificielle. On les conçoit, on les développe, on les maintient. On est basé à Angers, également à Paris et La Roche-sur-Yon. Donc on est une équipe de 11 personnes, dont 8 data scientists, qui conçoivent ces algos-là et les maintiennent au quotidien pour nos clients. Grosso modo, on intervient sur 3 volets. Le volet central, qui est l'essentiel quand même de notre activité et du cœur de notre métier, c'est de concevoir les algorithmes sur mesure. Et autour de ça, en amont, on a des phases de conseil et de diagnostic pour aider à comprendre quels cas d'usage sont pertinents pour nos clients avant de lancer les projets. Et en aval, de la formation en Python et en machine learning en général. Donc on donne des cours à la fois à l'université, mais aussi chez nos clients pour intégrer les compétences data, IA dans leurs entreprises et pouvoir éventuellement reprendre la main sur les algorithmes qu'on a conçus pour eux. Vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de bruit autour? Ouais, c'est bon. Sur quel domaine on intervient? Alors c'est ça qui est la beauté dans mon métier. Moi je suis ingénieur mathématicien, enfin docteur en maths de formation, donc passionné de maths depuis tout petit. Et ce que je trouve vraiment super avec les maths, c'est que ça s'applique à beaucoup de secteurs d'activité, donc c'est très riche, on en apprend beaucoup. Et en particulier, on intervient sur le volet marketing et vente pour de la détection de leads, de la détection de clients en risque de départ. On intervient sur de l'optimisation industrielle, par exemple sur de l'ordonnancement de fabrication dans des usines, sur de la maintenance prédictive. On intervient aussi sur de la vision par ordinateur pour de la détection de défauts. De la supply chain, donc optimisation de tournée, colisage. Et puis pour faire ceci, on a différentes technologies qu'on maîtrise, donc de la vision par ordinateur, de la prédiction, de l'optimisation, et puis de l'IA générative dans le texte ou dans l'image, donc NLP et chatbots. On a accompagné en 5 ans environ 80 clients à intégrer l'IA dans leur entreprise. Là, vous en avez quelques-uns.
juste pour vous faire ressentir que ça s'adresse, l'IA aujourd'hui, certes à des grosses structures. Moi j'ai commencé à bosser il y a entre 15 et 20 ans chez EDF, qui était plutôt une grosse structure, mais ça ne s'adresse pas uniquement aujourd'hui aux grosses structures. Et nous, ce qu'on voit, c'est que, en l'occurrence, on a parfois même des entreprises où ils sont 1, 2 ou 3, mais ils ont trouvé des cas d'usage rentables pour eux intégrant l'IA. Alors, est-ce que l'IA, c'est maintenant? On me pose souvent la question depuis 5 ans. Quelques chiffres pour commencer. Avec la sortie, alors forcément, l'éléphant dans la salle dans l'IA, c'est ChatGPT. Avec la sortie de ChatGPT fin novembre dernier, et depuis lors, nous on a des bouleversements énormes dans notre secteur, c'est-à-dire que ce qu'on dit le lundi et qui est vrai le lundi devient faux le mercredi, donc on retravaille notre discours le vendredi, et le lundi c'est de nouveau faux. Donc c'est extraordinaire pour notre santé mentale. On a passé un très bel été avec 3 nouveaux modèles encore qui sont sortis en plein mois de juillet. Pour vous dire concrètement ce que ça implique, là on a travaillé pour une entreprise qui répond aux avis pour les hôtels-restaurants, pour le compte d'hôtels-restaurants. Vous voyez, vous déposez un avis, une personne vous répond, cette entreprise est spécialisée pour répondre à ces avis. On l'a accompagné depuis près de 2 ans, et avant que ChatGPT sorte, on utilisait déjà des GPT, GPT-2 en fait en l'occurrence, pour aider les personnes qui répondent en leur proposant déjà une réponse qu'ils pouvaient corriger à la marge, mais qui était déjà générée par la machine. Et ils n'avaient plus qu'à modifier 2-3 choses dans le texte si ça ne leur convenait pas. À l'époque, donc avant la sortie de ChatGPT, il y avait environ 40% des réponses proposées par la machine qui n'étaient pas retouchées du tout par l'humain avant qu'il l'envoie. Aujourd'hui, en même pas 6 mois, ils sont passés à 80%. 80% des réponses générées par la machine ne sont même pas retouchées par un mot par l'humain. Donc en fait, ça arrive et ça arrive très très vite. Quelques stats récentes de l'IFOP sur l'intégration des IA génératives. Je vais zoomer sur 2 d'entre elles. Il y a 68% des Français qui utilisent les IA génératives dans l'entreprise, mais qui ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup arriver. C'est-à-dire que ça augmente beaucoup la productivité, surtout des fonctions support. Et là, selon votre relation avec votre supérieur hiérarchique, soit vous vous dites « je lui dis » et comme ça, il me donnera plein d'autres choses super sympas à faire. Soit vous lui dites « je ne lui dis pas parce que je sais très bien ce qu'il va me donner et ça ne me dit rien du tout ». Donc en l'occurrence, les gens qui ont répondu à l'IFOP, ils sont 68% à ne pas le dire à leur supérieur hiérarchique. Et il y a 45% des 18-24 ans qui utilisent des IA génératives, contre seulement 18%, donc moitié moins, pour les 35 ans et plus. Donc en fait, ça arrive et ça arrive très vite. 45%, c'est vraiment la moitié du panel, c'est énorme. Donc l'IA, c'est maintenant, que vous le vouliez ou non. En fait, il y a déjà toute une population, plutôt jeune, qui ne va pas vous laisser le choix. Parce que dans l'entreprise, ils vont arriver et vous lui demandez de faire un site web. Habituellement, ça prenait 1 mois. Là, il va peut-être arriver à le faire en 2 jours. Parce qu'il aura été aidé par une IA générative. Donc ça bouscule quand même pas mal de choses. Cependant, pour arriver jusqu'à l'IA, donc je ne vais pas du tout parler de ChatGPT pendant une demi-heure, ce n'est pas le but. Il y a quelques étapes à ne pas manquer. On aime bien le présenter sous forme d'une fusée. Le premier étage de la fusée, c'est d'avoir des données. C'est évident, mais ça va mieux en le disant. Donc il faut collecter des données à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise, dans l'ERP, les factures dans l'ERP, la relation client dans le CRM, ou des données qui remontent des machines, des données externes éventuellement. Donc la première étape, c'est de les collecter. Mais les collecter, ça ne suffit pas. La deuxième étape, c'est de les structurer. Une fois qu'elles sont collectées, il faut les labelliser. En gros, que tout le monde soit d'accord sur ce que signifie ce qu'il y a dans cette colonne, puis ce que signifie ce qu'il y a dans l'autre colonne. Que toutes ces données soient correctement labellisées, correctement structurées. Sans ça, en fait, on est la tour de Babel, c'est-à-dire que personne ne comprend ce que l'autre a fait. C'est le deuxième étage. À partir du moment où on a des données structurées, on peut commencer à les visualiser. On peut commencer à faire... Alors, je ne sais pas quelle est la bonne place d'ailleurs, je vais peut-être mettre plutôt par là. On peut commencer à faire des tableaux de bord, à faire des graphiques. Et ça, on n'aurait pas pu le faire sans des données structurées et labellisées. Donc on peut commencer à observer des phénomènes sur des graphiques, et comme l'humain est assez visuel, on peut commencer à voir des choses qu'on n'aurait pas vues sur des tableurs Excel, en fait, essentiellement. Et c'est là que l'humain commence à intervenir dans la chaîne. À partir de ces visualisations, vous allez faire des analyses. Vous allez faire des analyses, peut-être de manière même quotidienne, et au bout d'un moment, peut-être, vous vous direz, ces analyses, elles pourraient peut-être être aidées par une machine. C'est-à-dire une machine pourrait peut-être m'aider
à prédire ce qui va se passer l'année prochaine, parce que j'ai quand même le sentiment que là, en mars, dès qu'il fait chaud, et ça fait 3 années de suite, quand il fait chaud, on a un pic de commandes à ce moment-là, où on a un souci sur cette machine à cette date-là, quand il s'est passé telle autre chose sur telle autre machine. Voilà. Et là, la machine va être, dans certains cas, meilleure que vous pour détecter l'ensemble des corrélations qui font qu'on arrive à ce résultat. Donc ça, c'est cette fusée de la data et de l'IA, c'est-à-dire si vous foncez directement vers le haut de la fusée sans avoir assuré tout ce qui est avant, la fusée s'écroule. Que sait bien faire une IA aujourd'hui? Ça aussi, on nous pose souvent la question. Essentiellement, ça sait faire 4 choses. La première, c'est optimiser. Vous avez tous un GPS dans votre téléphone, ça c'est optimiser un trajet. Ça c'est optimiser des ressources, par exemple de l'affectation de tâches dans une usine, de l'affectation de personnel dans un hôpital. Ça c'est aussi prédire. Prédire un chiffre d'affaires, prédire une température qui va faire demain, après-demain. Ça c'est classifier. Ça dans votre téléphone, pareil, si vous avez une application d'image, il a reconnu que cette photo c'était votre compagne, cette photo c'était vous. Ça c'est de la classification, on met des étiquettes sur des choses. L'anti-spam, c'est on classifie spam ou non spam. Ça les machines savent bien le faire également. Et le dernier, dont vous avez tous entendu parler, ça c'est générer du texte, du code informatique, des images. Et tous les cas d'usage qu'on voit retombent sur soit une, soit plusieurs de ces actions-là. Optimiser, prédire, classifier, générer. Je vais vous en montrer quelques exemples. Ce n'est pas toujours des IA, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce qu'il y a sur la droite, ça vous rappelle que l'IA n'est pas forcément basée sur des exemples, comme on le croit souvent. Il y a aussi des IA qui sont juste basées sur des connaissances, ce qu'on appelle recherche opérationnelle, ou qu'on appelait anciennement des systèmes experts, qui sont aussi des automates qui prennent des décisions, et qui n'ont pas besoin d'exemples pour apprendre, ils ont besoin de connaître votre process, de connaître vos contraintes, de connaître votre système. Alors, quelques clés pour un projet d'IA réussi. Pourquoi? Parce que en fait, tout le monde veut faire de l'IA et de la data selon les stats qu'on voit, là en l'occurrence du cabinet Forrester, mais 50% des projets échouent. C'est quand même dommage. Alors pourquoi nous, d'expérience, on a accompagné 80 entreprises là-dedans? Ce qu'on voit en premier, c'est qu'il faut aligner une forme de réponse stratégique et une forme de réponse opérationnelle. Alors là, c'est le côté matheux qui revient, j'ai mis 2 axes. L'axe stratégique, l'axe opérationnel. Si l'outil IA que vous voulez développer, c'est vrai probablement au-delà de l'IA d'ailleurs, ne répond ni à un enjeu stratégique, ni à un enjeu opérationnel, ça ne sert à rien. Ça c'est évident. Maintenant, si ça répond à un enjeu opérationnel, ça va faciliter la vie de mes collaborateurs au quotidien, mais ça ne répond pas à un enjeu stratégique, c'est pas en ligne avec la vision de l'entreprise, il n'y a pas un sponsor haut placé qui va pouvoir aligner ça avec sa vision. À ce moment-là, il n'y aura probablement pas de moyens dédiés à cet outil-là. A l'inverse, si ça répond à un enjeu stratégique, donc en gros ça vient d'en haut, mais ça n'apporte pas une réponse à des soucis opérationnels du quotidien, il y aura une gestion du changement importante à avoir, puisque en fait ça vient d'en haut, et du jour au lendemain on vous dit ça c'est important, va falloir que tu l'utilises. Et donc là, ça se fait, mais il faut s'attendre à ce qu'il y ait un processus de gestion du changement un peu lourd à mener. Si vous répondez aux deux, tout le monde est content, à la fois en haut, à la fois au niveau opérationnel. Et c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, quand on n'a pas ces deux aspects-là, nous on a constaté que ça fonctionnait beaucoup moins bien. Donc il faut penser, même si ça vient d'en haut, à impliquer l'utilisateur au plus tôt, vraiment tout début, dès les ateliers où on commence à imaginer quel service pourrait rendre l'IA, parce que ça va les embarquer dans la démarche et s'assurer qu'ils sont partie prenante et qu'ils vont adopter les outils qui ne seront pas ressentis comme seulement venant d'en haut. Alors, un cas client là-dedans, on a un cas client d'ailleurs qui est local, donc pour une entreprise qui développe des points clés. Des points clés, c'est des corners en fait, qu'on peut retrouver chez Leroy Merlin pour refaire ses clés. Vous voyez, vous allez chez Leroy Merlin, il y a en bout de rayon un endroit où vous pouvez refaire vos clés. Et il y a les différentes clés vierges qui sont là. Et la personne qui va vous faire la clé, c'est pas un serrurier. C'est quelqu'un qui est du rayon bricolage habituellement. Donc il est serrurier comme vous et moi, enfin sauf pour ceux qui ont une passion pour la serrurerie. Et je vous souhaite le plus grand bien. Il y a 233 modèles différents de clés de maison en France pour couvrir 80% du marché à peu près. Donc il faut être quand même pas mal expert pour pouvoir faire la différence entre un modèle et un autre. Or, quand la personne est sur son appareil, elle n'est pas forcément experte. Quand elle ne sait pas, quand elle a un doute, elle prend une photo, recto-verso, parce qu'il faut le recto et le verso pour reconnaître une clé, et elle envoie un MMS
au constructeur de la machine. Et en l'occurrence, des coups de fil et des MMS, ils en reçoivent énormément. Ils en reçoivent des centaines par jour. Donc ils répondent à des MMS, il y a 2 photos, un recto, un verso, ils répondent ça c'est une U5D, ça c'est une BRI 4D, ça c'est toute la journée. Y compris le dimanche, parce que Leroy Merlin c'est ouvert le dimanche. Sauf que le dimanche, il n'y a que le patron dans la boutique qui s'amuse donc à répondre à tous les MMS tout seul. Voilà. Ça c'est un super métier. Donc vu qu'il en avait un peu marre, ah oui, ça c'est l'enjeu opérationnel dont je viens de vous parler, mais l'enjeu stratégique, quel est-il? Notre client vend ces machines-là, il ne les fabrique pas, et les fabricants de machines sont en train de changer leur modèle d'affaires pour passer sur de la vente de services et plus de la vente de matériel. Et lui, dans son modèle d'affaires, ça l'ennuie. Et donc, il a un enjeu aussi stratégique à intégrer une partie de la connaissance sur la reconnaissance de clés pour ne pas se retrouver dépendant de son constructeur. Donc, il a également un enjeu stratégique là-dessus. Résultat, on lui a conçu une application mobile avec une IA à l'intérieur qui est déployée dans ces fameux Leroy Merlin, où les personnes, quand elles ont un doute, elles prennent la clé en photo et la machine instantanément lui dit « ça c'est une BRI 4D sur le crochet 77 derrière toi » et ils n'ont plus besoin d'appeler le service client. Voilà. Je reparlerai de ce cas-là. Un autre cas là-dessus, local chez Grenvols, où on leur a permis, ils avaient en gros un plafond de verre sur leur plateforme logistique, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à assurer plus de flux sur leur plateforme logistique. Ils avaient atteint un plafond de verre. En réorganisant l'usine et en préparant à l'avance en fait les rôles. Alors c'est pas une photo de chez Grenvols ici, mais il faut vous imaginer, donc Grenvols ils font des plans, enfin ils achètent, ils revendent et parfois ils font des plans qu'ils mettent ensuite sur des étagères, sur des rôles métalliques qui roulent, vous voyez des gros rôles métalliques. On optimise le placement des étagères sur les rôles avant même qu'ils reçoivent les produits de leurs fournisseurs. Donc les étagères et les rôles sont déjà prêts un jour avant. Et les personnes qui interviennent sur la plateforme ont déjà le plan et la feuille de route de quel rôle fournisseur je dois prendre, sur quelle étagère je dois aller la mettre et où est-ce que je dois aller finir mon trajet. Et là, ils ont dépassé du coup leur plafond de verre. Donc, je n'ai pas le droit de vous dire les détails de combien, etc. Mais ils ont déplacé ce plafond de verre grâce à une réorganisation assistée par justement une IA qui optimise à l'avance le placement des étagères sur les rôles. Une autre des bonnes pratiques à avoir en tête pour qu'un projet réussisse. Il y a 3 choses à maîtriser essentiellement. C'est pareil, c'est beaucoup de bon sens. Hein. L'accès aux données. Bon, si vous n'avez pas accès aux données, et si vous ne sécurisez pas cet accès aux données, vous pouvez avoir accès aux données à un instant T, mais elles sont peut-être chez quelqu'un qui va modifier demain son modèle d'affaires sur ces données-là. Ce n'est pas la même chose que des données qui vous appartiennent à vous. Deuxièmement, maîtriser la compétence métier. Il ne suffit pas d'avoir des data scientists comme ça qui débarquent et qui vous apprennent la vie. Il faut avoir une vraie compétence métier et connaître votre métier, c'est ça qui apportera la valeur. Et troisièmement, il faut des compétences aussi en modélisation, logiciel, intégration données, donc développement, data scientist, etc. Un bon exemple là-dessus, et c'est presque un cas industriel, même si c'est dans l'agriculture, on a fait pour un client start-up là, qui développe un logiciel pour les vétérinaires. On a fait un outil de maintenance prédictive sur des bovins. C'est pour ça que je dis que c'est presque un cas industriel, parce que c'est vraiment le même type de modèle. En l'occurrence, la maladie la plus répandue chez les bovins laitiers, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce secteur, c'est la mamite. Donc c'est une inflammation des pieds de la vache. Pourquoi c'est embêtant? Parce que lorsque la vache a une mamite, en fait son lait devient impropre à la consommation. Donc c'est une perte d'exploitation, une perte de revenus pour l'exploitant. Et il faut la guérir par antibiotiques. Enfin, généralement, on la guérit par antibiotiques, mais là aussi, le lait est impropre à la consommation. Quand on met des antibiotiques, puis ça génère de l'antibiorésistance. Enfin, il y a plein d'ennuis avec ça. Donc si on est capable de prévoir à l'avance qu'une vache va être malade dans 30 jours, sur la base des contrôles laitiers qui sont déjà faits par les vétérinaires une fois par mois, par les contrôleurs laitiers, pardon. Ben à ce moment-là, on peut peut-être simplement sortir un peu la vache du processus habituel de traite, et puis ça se calme gentiment et elle revient. Et donc on a une perte d'exploitation qui est moindre. Et donc là, en l'occurrence, on réussit avec l'algo de prédiction à prédire avec une précision de 83% une vache malade dans un mois. C'est-à-dire quand l'algorithme dit cette vache va être malade dans un mois, il a raison 8 fois sur 10. Voilà. Et donc 8 fois sur 10, on évite tous ces écueils-là. Et c'est exactement le même type d'algorithme qu'on utilise pour d'autres clients en maintenance prédictive dans l'industrie.
La bonne quantité de données, est-ce que j'ai assez de données pour faire ce type de projet? Alors j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant. Il n'y a pas forcément toujours besoin de beaucoup de données. Et là j'ai un exemple dans la restauration rapide, puisqu'on équipe, on travaille pour une entreprise qui développe un logiciel de planification du personnel dans les fast-food à destination du manager. Le dimanche, le manager du fast-food, il fait son planning pour la semaine et il affecte les équipes. Donc aux frites, aux burgers, au drive, au comptoir, etc. Et on leur a fait l'outil de prévision donc sur 750 restaurants fast-food en France, des KFC, des Burger King. Là-dessus, on a besoin uniquement de 2 ans d'historique pour prédire à 10% près le nombre de burgers qui vont être vendus pendant toute la semaine. Donc c'est quand même, voilà, 10% près. Quand on avait fait l'étude au départ, sur 750 restaurants, c'était la performance du meilleur manager. Le meilleur prévisionniste de France sur leurs 750 restaurants, il se trompait à 10% près. L'algorithme, il ne fait pas mieux, mais il met les 749 autres au même niveau. Et ça, on n'a besoin que de 2 ans de données sur ce restaurant-là. Alors pourquoi ça dépend beaucoup des métiers? C'est qu'en fait, le business, bon, vous êtes tous allés dans un fast-food plusieurs fois dans votre vie, j'imagine. En fait, c'est très régulier le business d'un fast-food. Ça marche très bien un vendredi, le samedi. Ça marche mieux quand il y a du soleil que quand il y a de la pluie. Il y a des choses quand même assez régulières. Quand il y a un lundi de Pâques, ça fonctionne un peu comme un samedi. En fait, les gens sortent au restaurant. Donc en fait, c'est assez, enfin entre guillemets, assez facilement prédictible. Donc rien qu'avec 2 ans de données, on a déjà pas mal des bonnes tendances en fait d'un restaurant fast-food. Sur d'autres types de business plus volatiles, ça serait peut-être plus compliqué. Mais il y a pas mal de cas d'usage dans lesquels, avec peu de données, on arrive à bien s'en sortir. Je regarde un peu le temps qui me reste. Ouais, 10 minutes. Là, pareil, pour tout ce qui est optimisation de trajet, c'est généralement des algorithmes qui ne sont pas basés sur des exemples, mais qui sont basés sur des connaissances. On n'a pas besoin d'exemples du passé. Vous voyez, quand vous branchez votre GPS, il n'a pas besoin d'une période d'apprentissage de 2 ans dans votre voiture avant de pouvoir fonctionner. Essentiellement, c'est pareil dans le transport routier. On a besoin de savoir la cartographie française, de connaître les différentes contraintes de quand est-ce qu'on doit livrer, quand est-ce qu'il peut partir au plus tôt, etc. Mais on n'a pas besoin de lui donner beaucoup d'exemples et donc on n'a pas besoin de beaucoup de données pour arriver à optimiser comme ici. Donc ça, c'est de l'optimisation du découpage de transport. C'est une entreprise qui cherche à bénéficier du fait qu'il y a des transporteurs qui finalement, là vous voyez, vous avez un trajet rouge qui est fait par un premier camion, un trajet vert qui est fait par un deuxième, et vous avez un client qui veut emmener un colis de en haut à gauche ici, enfin nord-ouest, jusqu'au sud-est ici. Et donc en fait, on se dit que plutôt que convoquer un 3e transport, on pourrait avoir le premier qui emmène le colis jusqu'à un point de rendez-vous, qui fait un petit détour pour rejoindre le deuxième, qui fait aussi un détour, enfin il se croise au milieu, et c'est le deuxième qui finit la course. Et donc pour faire ça, il a besoin justement d'un algo qui puisse automatiquement lui proposer ce genre de combinaison. Donc il le propose pour 2 ou 3 camions, des combinaisons comme ça qui permettent de minimiser du coup le détour en fait, des transporteurs. Et là-dessus, on n'a eu besoin de aucun exemple. Juste. Il y a quand même du boulot, hein, mais c'est une description des contraintes, de ce qu'il veut faire précisément et de son process. Une des choses qu'il convient d'intégrer aussi, qui est assez différente, je pense, nous pour travailler beaucoup avec des industriels, c'est souvent un point d'achoppement un peu compliqué. Parce que dans l'industrie, on est habitué à acheter un matériel sur la base de spécifications techniques et on sait que voilà, le rouleau il va à telle vitesse, le bras il peut aller au maximum à tel angle, etc. Et on sait exactement combien il va coûter dès le départ. Pour l'IA, on est incapable, mais vraiment incapable, de prédire à l'avance la précision, les performances que va avoir l'algorithme une fois qu'il aura été développé chez vous. Parce que ça dépend essentiellement de vos données. Et peut-être que votre métier, il est, comme je vous disais pour les fast-food, il est facilement prévisible. Le comportement de vos clients est peut-être facilement prévisible. Les patterns de défauts de pièces qui sont faites sur vos machines, ils sont peut-être facilement détectables, ou peut-être pas. Et ça, on ne peut pas le savoir avant d'avoir essayé. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à intégrer, c'est que le processus de développement des IA, il est itératif. On va commencer à faire une première IA, elle va obtenir une précision de 60%. On va se revoir et vous allez nous dire, bon, 60%, c'est quand même pas assez, qu'est-ce que vous pourriez faire pour essayer de monter à 70 ? Et donc on va avoir une nouvelle feuille de route pour essayer de monter à 70. Peut-être on va y arriver, peut-être pas. Et une fois arrivé à 70, on se reposera peut-être la même question, etc., etc. Donc c'est inhérent en fait à ce type de système. Il faut itérer pour arriver à obtenir un produit fini, fonctionnel.
Donc on a du coup, au fur et à mesure de ces dizaines d'expériences qu'on a eues chez CrossData, mis en place une succession d'étapes qui nous permettent en fait de sécuriser l'investissement de nos clients à chaque étape, avec des étapes de validation entre chaque bloc. La première chose qu'on fait avec nos clients, c'est une prestation qui s'appelle StartIA. Et StartIA, l'idée c'est de se dire, j'ai le sentiment que l'IA peut être utile dans mon entreprise, je ne sais pas encore à quoi, mais j'aimerais bien explorer. J'aimerais bien sortir des cas d'usage qui pourraient potentiellement être utiles pour mon entreprise. Ça, c'est l'objectif de StartIA, c'est d'identifier des cas d'usage et de sortir un ROI en fait en face. Une fois qu'on a identifié qu'il y a un ROI sur le cas d'usage numéro 2, numéro 4, on fait un cadrage. Le cadrage, c'est sur ce cas d'usage-là, sur le papier, si on avait à le faire, on le ferait comme ci, comme ça coûterait tant, et on pense que ça ferait gagner tant. Donc on écrit sur le papier la solution qu'on souhaite développer. Donc les deux premiers blocs, c'est uniquement, entre guillemets, du papier. Troisième bloc, on commence à aller dans le dur, à développer des choses, et on développe un prototype. Notre objectif là, c'est de se dire, si déjà on le fait sur un périmètre restreint, d'accord, je reprends l'exemple des restaurants, on va essayer de le faire sur 10 restaurants au lieu des 750. On le fait sur 10 restaurants, mais on essaye vraiment que ça marche, parce que si ça ne marche pas sur ces 10 restaurants-là, qu'on a sélectionnés parce qu'ils sont faciles, ça ne marchera jamais sur les autres. Donc on commence petit, et on fait un prototype. Donc on valide que les recommandations qu'on a imaginées sur le papier, elles fonctionnent. Et puis si ça fonctionne, on va en mise en performance, et mise en performance, ça veut dire que de mes 10 restaurants, je vais à 100, 200, 300, 750 restaurants. Avec mon exemple des clés tout à l'heure, on a commencé avec essayer de reconnaître parmi 2 modèles de clés, est-ce qu'il sait bien reconnaître lequel des 2 est pris en photo. Puis on est passé à 5, puis on est passé à 15, et puis on est passé à 233. Donc on a fait en tout 4 itérations. Et enfin, une fois qu'on est content de la mise en performance, on le productise, et là c'est du développement plus classique, c'est-à-dire qu'on intègre cette solution-là dans le système d'information de notre client. Et derrière, il y a bien sûr du maintien en conditions opérationnelles, ce qui est particulièrement important pour les algos, parce qu'il faut mesurer au fur et à mesure qu'ils ne dérivent pas. Même si les conditions changent, ils continuent à être performants. Voilà, je viens de vous parler de l'exemple des clés à l'instant. Je vais peut-être juste accélérer sur une partie de la présentation. Voilà, ce dont je voulais vous parler. Ne pas négliger les aspects... Alors, ça a l'air un peu abscon comme ça, cette slide. Ne pas négliger les aspects explicabilité. Quand vous avez une IA qui va aider à la décision un humain, si moi j'arrive dans votre métier et je vous dis, le client qui est là, il a 83% de chances de partir. Donc tu devrais le rappeler. Vous êtes face à quelqu'un, ça fait peut-être 25 ans qu'il travaille, qu'il connaît son portefeuille client. Il va vous dire, t'es bien gentil, mais moi je connais mon métier. Donc tes stats, tu peux te les garder. Si par contre, vous lui dites, il a 83% de chance parce qu'il n'a pas fait de commande depuis 35 jours. Et tous ceux qui n'ont pas fait de commande depuis 35 jours, en fait, en moyenne, ça rajoute 23% de risque de partir. De plus, il a un CA global qui est en baisse de 15% depuis 3 mois. Et ça, on a vu sur le passé que ça a augmenté de 20% le risque de résiliation. Et puis, il n'y a pas eu de visite du commercial depuis 42 jours. Ça, on voit qu'en général, ça rajoute 14% de risque, etc., etc. En fait, d'une part, c'est plus convaincant pour la personne que vous avez en face, mais surtout, ça lui donne des leviers d'action. Il connaît maintenant les raisons pour lesquelles on est en train de dire qu'il y a un risque avec ce client. Il n'est peut-être pas de 83, il est peut-être de 80, de 79. Bien sûr, tous les modèles ont des marges d'erreur. Mais les causes que je vous ai citées, elles sont factuelles. Donc ça le ramène à des faits, et quelque part, ça, personne ne peut les nier. Donc cet aspect explicabilité, il est vraiment important parce que tous les algorithmes ne sont pas capables d'expliquer les raisons pour lesquelles ils proposent des décisions. Et nous, on a des clients qui préfèrent des algorithmes moins performants, mais plus explicables. Et vraiment, parfois, moins performants de loin. Vraiment. Mais au moins, ils savent que la solution, elle va être utile et utilisée parce que l'algorithme peut expliquer ses réponses. Il me reste combien de temps Tu sais pas. Bon. Je continue alors. Qui a ce téléphone dans sa poche? Non, moi je l'ai pas. Ouais? C'est vrai? Votre maman? Ah, dans la main? Non, j'ai vu qu'il n'était pas orange. Alors ce téléphone est en fait très vendu, beaucoup vendu, et très utilisé. Ouais. Et pourquoi vous l'avez dans la poche? Pourquoi vous aimez ce téléphone?
ça m'intéresse parce que ça... J'ai le téléphone parce que j'en ai besoin pour intercepter toutes les informations pendant l'ouverture de l'exposition venant de mes collègues, des exposants et des visiteurs. Ok. Alors généralement, ce téléphone précis, les gens l'ont parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir un smartphone et parce que c'est des touches physiques. Et parce que les touches tactiles, en fait, tout le monde n'est pas à l'aise avec. Il y a un vrai usage pour ce téléphone-là, c'est qu'il est très simple. On ne peut pas aller sur Internet ni rien, donc c'est très rassurant. On peut juste téléphoner. Et en plus, il y a des touches physiques. Ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'il faut penser à l'usage. Il y a un vrai usage pour ce téléphone. Peut-être qu'il n'y a pas d'usage pour l'IA que vous imaginez. C'est l'usage qui est important au fond. Vraiment se concentrer sur l'usage, c'est fondamental et pas sur la technologie. Puisqu'il restait que 2 minutes, trois choses à retenir. L'humain reste au centre. Ça vraiment, on insiste beaucoup dessus. D'ailleurs, moi je préfère le terme d'intelligence augmentée pour IA plutôt que intelligence artificielle. C'est un terme c'est pas de moi, c'était inventé proposé par Luc Julia, qui est un des pontes de l'IA en France, le créateur de Siri. Intelligence augmentée, ça remet bien l'humain à sa juste place. C'est-à-dire que c'est un assistant finalement auprès de vous. C'est pas quelque chose qui vient vous remplacer parce qu'en fait l'IA, elle est responsable de rien. On vous dit à ChatGPT demain, tu t'es trompé, il va vous dire désolé. Voilà. Donc vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui est expert, qui a un esprit critique, qui est responsable. Et l'humain reste au centre de ça, même s'il a des outils autour de lui. Ne croyez pas à l'IA sans garde-fou. Un assistant, une assistante que vous embauchez, vous lui faites passer un entretien d'embauche. Il faut faire pareil avec une IA. Il ne faut pas croire les choses comme ça parce qu'elles ont l'air miraculeuses. Et dernière chose, parce que ça vient de sortir récemment et on l'attendait depuis longtemps, l'État a sorti un programme, donc on attendait vraiment, je crois, depuis 3 ans, voire plus, qui s'appelle IA Booster, et qui accompagne vraiment bien les différentes phases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur le volet cadrage, prototypage, mise en performance, et même le premier Start IA, le programme IA Booster a des niveaux de subvention qui peuvent aller jusqu'à 80% sur ce type de projet-là, et donc qui aide vraiment en fait, à rentrer dans les sujets. Et ça, on salue vraiment ce projet de l'État. Et selon les régions dans lesquelles vous êtes, par exemple en Ile-de-France, ils ont ce que j'ai marqué au centre, là, le pack IA, qui peut venir s'ajouter à ça. Et ça dépend un peu des régions. Il y a aussi un certain nombre d'aides régionales. Mais ça me fait une bonne transition pour mon compère qui va venir nous reparler justement du programme DIVA. T'as fini là? C'est bon? Là, c'est fini. Ok. On peut remercier Pierre pour sa présentation. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez des questions pour Pierre? J'imagine que oui. Des questions? Non, pas de questions, c'était clair. Sur l'IA générative, sur la data, sur ce que vous pouvez en faire? Non? Alors on peut se poser des questions sur l'IA, sur la data, ce qu'on peut en faire dans l'entreprise. Ça peut faire peur, on ne sait pas forcément par où commencer. Et de façon complémentaire au programme effectivement que tu présentes, IA Booster par la BPI, on a un programme régional qui vient d'être mis en place depuis le mois de mars 2023 qui vise justement à accompagner vous, entreprises industrielles du secteur, sur cette grande thématique de la data et de l'IA. Il me reste, je crois, quelques minutes pour vous présenter ce petit programme. Je vais aller assez rapidement. Il ne faudra pas hésiter à m'interrompre pour les questions. Ouais, attends. Est-ce que parmi vous, vous avez entendu parler du programme DIVA? Levez la main, ceux qui connaissent. Une. Bon, donc ça sert à quelque chose, mon discours pour cet après-midi. Très rapidement, effectivement, il y a un besoin en local. Attends, effectivement. Hop là. Un besoin local d'accompagnement des entreprises sur cette grande thématique un peu inquiétante de la data et de l'IA, savoir ce qu'on peut en faire. Par quoi est-ce que je commence? Est-ce que j'embarque mes équipes dans ce genre de programme? Quel projet je peux commencer chez moi en utilisant la data et l'IA? Donc l'idée de ce programme-là, c'est justement d'accompagner d'accompagner les entreprises sur cette grande thématique, sur un programme qui s'appelle donc DIVA. C'est le doux acronyme de Digital Innovation Value Accelerator. Donc ça, c'est un programme européen. Donc c'est un programme qui profite de subventions européennes pour justement payer une partie des prestations qui seraient prises en charge par le programme DIVA. L'idée, c'est de relever le potentiel de vos données en entreprise. À l'échelle régionale, DIVA, c'est un consortium d'acteurs de l'innovation, du développement économique. On retrouve un certain nombre de ces acteurs-là dans ce consortium. Très rapidement, on va citer évidemment les CCI en local, certains pôles de compétitivité comme EMC2,
comme Images et Réseaux, et on a également quelques académiques comme l'Université de Nantes avec des laboratoires comme Capacité et TerraLab qui ont des compétences technologiques pour accompagner les entreprises justement sur le déploiement de solutions data IA en entreprise. On parle aussi beaucoup d'innovation, donc forcément les technopoles de la région nous accompagnent pour déployer ces solutions-là auprès des entreprises. Donc voilà, on est vraiment un consortium d'acteurs publics, parapublics, neutres sur le sujet, pour vous accompagner sur la maîtrise de la data chez vous et pourquoi pas l'usage de l'IA pour aller un petit peu plus loin. Très rapidement sur cette présentation-là, je vais faire vite. L'approche d'IVA, c'est vraiment vous faire gagner du temps sur vos projets data IA. Vous ne savez pas par où commencer. Nous, on vous accompagne depuis la maturation du projet, l'embryon dans vos équipes de ce genre de choses. Donc on va vous accompagner dès le départ et vous faire gagner du temps sur, sur des diagnostics de maturité, sur l'évaluation de prestataires à l'extérieur. Voilà. Donc on a un positionnement qui est neutre sur ce sujet-là. Donc on va vous proposer des prestataires qui savent maîtriser ces technologies-là sans en favoriser un plutôt que l'autre. On vous fait gagner du temps, voilà un petit peu le message par rapport à tout ça. Je vais aller rapidement sur les chiffres. Évidemment, les outils numériques en entreprise sont largement répandus à travers l'utilisation de RP, de MES, de CRM. Donc forcément, vous brassez énormément de data dans l'entreprise. Et donc évidemment, derrière tout ça, il y a aussi la question de la cybersécurité qui se pose. Effectivement, vous gérez beaucoup de data, mais derrière tout ça, effectivement, on peut constater que 40% d'entreprises ont déjà été victimes de cyberattaques, dont 1 sur 2 ont pu faire faillite. Donc forcément, derrière ça, il y a une question aussi sur la cyber qui se pose. Donc là-dessus aussi, on peut vous accompagner. Donc la data, c'est une valeur économique de business, évidemment. C'est une ressource stratégique pour l'entreprise, donc on la retrouve à tous les niveaux, la data. Effectivement, là c'est une petite slide pour vous montrer ce qu'on entend par data en entreprise. Ça peut être effectivement les flux d'énergie dans l'entreprise, l'eau, le gaz, les matières premières. Ça peut être effectivement tout ce qui est stock, les disponibilités fournisseurs, tout ce qui est données RH également. Bref, on a tout un nuage de données en entreprise qu'il faut pouvoir gérer. Donc c'est hétérogène, c'est multiple, mais il faut pouvoir la valoriser. Donc c'est ça le but du jeu du programme DIVA. Très rapidement, je passe cette slide qui vous dit que 90% des chefs d'entreprise qui ont été questionnés sur le sujet estiment que c'est évidemment une opportunité de business de travailler sur le sujet. Voilà. La data IA, qu'est-ce qu'on peut en faire à l'échelle d'un industriel? On peut intervenir sur tout ce qui est performance et productivité. Effectivement, Pierre a montré quelques exemples. Sur tout ce qui est optimisation de maintenance, des outils aussi sur le marketing, la vente et le RH. Donc voilà, ça balaye tout le périmètre de l'entreprise. Qu'est-ce que je vous propose d'autre? C'est une autre déclinaison des exemples, je vais passer rapidement. Et donc comme disait Pierre avec l'exemple de sa fusée, effectivement, il ne faut pas négliger la base des projets IA. Néanmoins, le programme DIVA nous permet d'accompagner les entreprises selon leur degré de maturité. Que vous soyez des débutants, niveau 1, vous utilisez Excel, juste des mails pour gérer l'activité de l'entreprise, on peut vous accompagner. Ou alors vous avez déjà un ERP, une CRM, là aussi on a des offres d'accompagnement spécifiques pour ce genre de profil, jusqu'à des niveaux 4 où vous avez déjà mis en place des modèles d'intelligence artificielle. Là aussi on peut amener des compléments dans votre performance. Voilà, les défis à relever lors d'un projet data, ça reprend ce que Pierre a dit finalement, confirmer la pertinence de vos besoins par rapport à la problématique, faire progresser l'entreprise sur les compétences en interne, donc former les gens chez vous effectivement à cette grande thématique data IA, choisir les meilleures méthodes et les solutions les mieux adaptées pour vous, accompagner effectivement le changement au sein de l'entreprise et puis identifier des sources de financement public pour payer une partie des prestations du projet. Donc ça, on peut le faire ensemble sur le territoire des Pays de la Loire. On s'adresse aux PME industrielles, manufacturières, mais pas que, de la start-up jusqu'à l'ETI. Donc voilà, on balaye assez large sur le Pays de la Loire. Et sur une offre d'accompagnement que je détaille très rapidement, c'est un parcours d'accompagnement que le programme DIVA propose. Donc en 1, on fait du diagnostic, c'est-à-dire on va mesurer la maturité de l'entreprise sur ces sujets-là, savoir si vous êtes capable de mener un projet data IA. Après quoi, on peut vous orienter vers du prototypage de solutions avec des prestataires comme Pierre, effectivement, qui vont intervenir chez vous pour faire ce genre de POC. On va aller chercher des financements externes qui vont pouvoir payer une partie des POC. Donc ça peut être l'Europe, ça peut être la région, ça peut être des pays. Donc on a une ingénierie financière qui vise à vous accompagner sur tout ça. On va essayer de faire monter en compétence vos équipes avec des formations spécifiques pour tous les niveaux.
Et enfin, vu qu'on est sur un programme européen, on va vous proposer des coopérations inter-États, c'est-à-dire aller voir ce qui se passe en Belgique, en Suisse, bref, voilà, aller voir ce qui se fait de mieux dans les autres pays d'États membres sur ces sujets-là. Donc c'est un parcours complet qui vous est proposé pour maîtriser la data, l'IA chez vous. J'ai fait le tour de la question. Alors, le programme DIVA nous permet d'avoir de la subvention européenne. Alors, qu'est-ce que ça vous coûte de participer à ce programme-là? Tout ce qui est diagnostic, étude de maturité, audit initial, qualification du projet, ça c'est pris en charge à 100% par le consortium DIVA, donc ça ne vous coûte rien. Vous venez nous voir, vous avez une idée, vous ne savez pas comment prendre le sujet, ça sera pris en charge. Dès lors où on voit qu'il y a un POC qui peut être mis en place, là par contre, effectivement, on a une prise en charge de 50% du coût du projet par le consortium DIVA. Voilà. J'ai rapidement fait le tour du sujet. Si vous avez des questions, des interrogations, vous avez des contacts en région dans chaque département. Pour Maine-et-Loire, ça sera moi. D'accord, je ne vous ai pas entendu, mais... D'accord. Ça roule. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme DIVA et sur l'intervention de Pierre sur le sujet? Je crois qu'on a dépassé un peu le timing. Ouais, ah oui. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là, on reste à votre disposition. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, à solliciter la CCI sur d'autres sujets également. Pas de souci. Merci à vous.